Donc, bon matin, consoeurs et confrères et amis. Rebienvenue à ce symposium sur les services bancaires et financiers. Donc, je pense que hier, on a eu une journée extrêmement profitable de débats, de discussions et de partage d'informations. Un des objectifs qu'on se fixait avec le symposium, c'était encore une fois de susciter le débat au niveau du public. Et effectivement, le symposium a été bien couvert par les médias. Ce matin, quand je m'en venais ici, donc j'écoutais la radio, les nouvelles, et on a parlé effectivement du symposium. Et sur les sites web, Radio-Canada, CBC, on en parle en disant que les postiers vont de l'avant et veulent convaincre la population d'avoir un service bancaire, une banque postale, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une réalisation qui mérite qu'on lui donne effectivement une petite main d'applaudissement. Donc, merci là, à tous ceux qui ont travaillé pour qu'effectivement ce symposium-là soit public. Donc, les gens des communications, je pense que le travail a été fait et ça s'inscrit dans notre stratégie d'aller de l'avant et dans notre vision du service postal public et universel. Et ça s'inscrit dans la lutte pour maintenir ce service-là. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu sur la journée d'hier avant de commencer celle d'aujourd'hui. Donc, c'est évident quand on revient en arrière à peu près à la même heure que la consoeur Linda McQuaid nous a parlé de la question des banques et du système bancaire canadien, donc qui est bien orchestré, bien organisé et bien monopolisé. Et dans les faits, elle nous a vraiment démontré que le système bancaire n'est pas intéressé du tout à avoir une banque postale. Il contrôle le système, comme on dit, de haut en bas avec les frais administratifs, mais on a vu aussi qu'il pouvait contrôler les autres groupes qui offraient des services financiers. Mais elle nous a lancé le message que la banque postale doit faire partie d'un ordre du jour progressif, syndical et politique. Donc, ça s'inscrit dans une vision du changement social et je pense que c'est extrêmement important de souligner cet aspect-là de notre lutte qu'on mène actuellement. La Banque postale, c'est, on va le voir aujourd'hui, en même temps une banque sociale et c'est pour l'ensemble de la population et chaque citoyen et citoyenne peut et doit l'utiliser. Donc, je pense que c'est un message très fort. Ensuite, le confrère John Anderson nous a parlé de la faisabilité d'une banque postale ici au pays. Donc, c'est une chose faisable et a mis de côté les arguments des banques ou de Post Canada qui disent que c'est trop compliqué, c'est pas notre secteur. Il y a de l'expérience à la fois au niveau du gouvernement, mais à la fois aussi au niveau des travailleurs et des travailleuses des postes concernant le service postal, concernant les banques. Donc, c'est faisable et nécessairement, le premier pas, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un groupe de travail pour réfléchir à la forme que ça pourrait prendre ici. Et ensuite, Simon Tremblay-Pépin nous a situé un peu le contexte, comment on protège le service postal public universel et quels sont les arguments pour contrer les gens ou les groupes qui font la promotion de la privatisation du service postal public universel. Donc, des arguments liés sur les expériences qui existaient ou qui existent toujours dans d'autres pays, comment la privatisation n'a pas donné les résultats escomptés. Et je pense qu'on a eu un très bon débat sur cette question-là pour vraiment démontrer que la Banque postale, c'est une voie de l'avenir, c'est un des éléments importants d'un service postal qui est autosuffisant. Et ensuite, on a regardé les modèles, donc un modèle au niveau de la Grande-Bretagne et de la France. Et on a vu que la Banque postale
avait une histoire différente là parce que ça a fait partie depuis plusieurs années. Donc, la lutte est différente pour la mise en place ou pour les changements, mais on a vu comment les syndicats sont intervenus pour soutenir la mise en place des banques postales, entre autres sur les questions de formation des travailleurs et des travailleuses, mais aussi en montrant que les revenus qui sont générés pour une banque postale permettent de maintenir un service postal qui est efficace. Et en même temps, on a mis l'accent sur le lien qui doit exister entre le service postal, c'est-à-dire les facteurs et les factrices, et la population. Donc, un lien extrêmement important qui est une extension des services gouvernementaux aussi. Donc, je pense que les exemples qui sont là sont extrêmement importants. Ensuite, on a eu un peu un partage de la situation aux États-Unis qui est similaire un peu à ce qui se vit ici dans notre pays. Toute la question, effectivement, de, premièrement, faire face aux baisses de volume qui sont réelles. Je pense que personne nie les baisses de volume. Comment faire face aux baisses de volume? Comment maximiser le mandat du service postal américain, mais en même temps, comment aller chercher l'avis ou l'appui du public pour essayer de maintenir ce service postal-là. Et nous a parlé d'un plan unitaire, un plan d'action qui regroupe l'ensemble des syndicats américains pour aller de l'avant, pour protéger le service et pour l'expansion des services et des banques postales. Et ensuite, un confrère nous a parlé de ce qui se passait, ce qui a fait un peu la cartographie de deux grandes régions du pays, le Grand Toronto et ensuite Terre-Neuve et le Labrador, pour nous montrer en superposant les réalités à la fois des grandes banques, à la fois des services postaux et à la fois des agences disons, qui font des prêts là, quotidiens comme Money Mart, comment ils se regroupaient et effectivement comment la Banque postale pourrait permettre à une part importante de personnes et de citoyens et de citoyennes d'avoir accès à des services bancaires et financiers à moindre coût que ceux qui sont vraiment mis de l'avant par ces agences-là journalières. Donc, je pense que on a eu un bon débat. Je pense que la qualité des débats ont été extrêmement importants et on a vu que je pense que tout le monde est satisfait de cette première journée-là. Et ce matin, donc, on va continuer dans un premier temps toute la question des modèles et ensuite, on va avoir une table ronde sur les répercussions sociales des services postaux bancaires. Donc, je pense que c'est important pour essayer de dresser et d'avoir un tableau qui nous permet d'aller plus loin et de renforcer notre stratégie. Et le fait d'avoir les idées de nos confrères et consoeurs, disons, d'Europe et de d'autres parties du monde, ça nous permet, nous, de voir quel modèle pourrait être applicable ici ou de prendre des différents modèles, des points qui pourraient être intéressants. Donc, ce matin, donc, on a deux conférenciers. Donc, on va faire la même chose. On va leur donner la possibilité de faire leur présentation et ensuite, on prendra les questions, les débats. Et j'ai oublié de souhaiter la bienvenue à nos amis et amis là, confrères et consoeurs en diffusion directe. Donc, j'en profite de leur souhaiter la bienvenue aussi ce matin. Donc, le premier va être la Banque postale italienne. Donc, c'est les confrères Luca Borgalassi, donc, qui est un travailleur des postes depuis le début des années 80. Donc, qui a vécu à la fois l'expérience d'être un facteur et maintenant travailler au niveau de la banque postale italienne. Et il représente un syndicat qui regroupe à peu près la moitié des travailleurs et des travailleuses d'Italie. Donc, ils sont au nombre de 142 000. Eux autres, le syndicat, le SLP-CISL, représente 50 des adhérents. Et le confrère Borgalassi
et le secrétaire général adjoint du syndicat. Donc, on a eu une lettre aussi du président ou du secrétaire général du syndicat là-bas pour nous souhaiter bonne chance dans nos débats. Donc, Luca. Merci, Denis. Je demande pardon à tous, à l'interprétation particulière, parce que je ne parle très bien la langue française. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de lire très lentement mon intervention, mon rapport, et j'espère que tout va bien. Avant de commencer mon rapport, je voudrais me présenter, saluer et remercier qui des droits. Je m'appelle Luca Burgalassi, je travaille pour les Postes italiennes, au sein desquelles j'exerce aussi le rôle de secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs des postes. Comme a dit Denis, le syndicat plus important et représentatif en Italie du secteur postal, avec plus de 50% de travailleurs y adhérents. En particulier, je suis responsable de la négociation. Je transmets aussi au syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes du Canada les salutations de mon organisation et en particulier celle du secrétaire général Mario Petitto, qui est aussi vice-président d'Unipost Europe, le syndicat international de ce secteur. Je voudrais enfin remercier chaleureusement Denis et tous les syndicats du Canada pour cette invitation qui m'offre la possibilité de raconter la vie des postes italiennes, riche d'une expérience très particulière et, à mon avis, de succès. Mon rapport est divisé en deux parties. Tout d'abord, je souhaiterais exposer aux participants la situation actuelle des postes italiennes. Et pour cela, il est nécessaire de parcourir très rapidement les événements qui ont marqué l'entreprise postale italienne dans les 15 dernières années. Poste italienne a été, jusqu'en 1998, une administration publique qui effectuait des services postaux traditionnels, lettres, paquets, etc., et des services payants. En 1998, la Poste italienne a été transformée par volonté de l'État et du gouvernement, seul actionnaire de l'entreprise, en une société par action, société de droit privé, dont la propriété est restée entièrement aux mains de l'État italien. La transformation des postes italiennes en société par action fut nécessaire pour consentir à l'entreprise d'opérer avec des instruments appropriés sur le marché postal qui, progressivement, était en cours de libéralisation et qui s'ouvrait pour la première fois en Italie à la concurrence. Pendant 15 ans, c'est-à-dire depuis 1998, Poste italienne a affronté une période délicate de redressement économique et de développement de nouveaux services. Au début de cette période, Poste italienne était encore une administration publique qui avait un déficit économique élevé et la qualité des services n'est pas bonne. Les services offerts en 1998 par Poste italienne étaient de type traditionnel: lettres, paquets, cartes postales illustrées et services payants. Et il n'y a aucun projet d'innovation. La situation était donc très difficile, aussi bien pour les postes que pour les travailleurs et les travailleuses. À partir de 1998, toutefois, le groupe Poste italien a lancé une politique encore en acte actuellement de redressement économique et de développement de nouveaux services financiers.
Encore, à partir de 1999, sur indication de l'Union européenne, un processus de libéralisation du service postal a démarré en Italie et dans les autres pays de l'Union. Processus qui s'est conclu le 1er janvier 2011 en Italie avec l'ouverture totale du marché postal. Le marché postal italien, en constante diminution, est aujourd'hui ouvert à la concurrence, mais Poste Italien est encore le principal acteur. Comme vous savez, le service postal traditionnel, caractérisé par la correspondance papier, est entré dans une grave crise aussi bien en Italie que dans le reste du monde occidental. À la crise structurelle liée au développement des technologies et de la e-substitution, suite à l'expansion d'Internet, s'est greffée une crise conjoncturelle liée aux difficultés de l'économie réelle. Actuellement, en Italie, beaucoup d'autres entreprises cessent leur activité malheureusement et beaucoup d'autres réduisent leur budget pour la publicité via poste. Tout comme l'administration publique d'État est en train de subir un processus de réduction des coûts aussi pour l'utilisation des services postaux. Dans cette diapositive, vous pouvez voir les ralentissements des flux de correspondance des postes italiens. Les ralentissements de volume a augmenté de 40% depuis 2007 et s'annonce irréversible pour les prochaines années. Les perspectives du secteur postal en Italie ne sont donc pas bonnes, tout comme dans les autres pays occidentaux. Une chose très importante, avec la transformation en 1998 des postes italiens en société par action, un nouveau management issu du secteur bancaire est adopté. En 1999, le nouveau management lance une politique d'enrichissement de l'offre de produits et de services afin de limiter les déficits économiques de l'entreprise, devenu très important. La même année, la première société autonome, mais de propriété des postes italiens, est constituée. Il s'agit de Poste Vita, une compagnie d'assurance. C'est ainsi qu'est né le premier organe du futur groupe Poste italien. À partir de la même année, le groupe Poste italien créa de nombreuses autres sociétés au capital social entier, spécialisées dans la production de services innovants, principalement de type bancaire, financier ou ICT, International Technology, par rapport à l'offre de type traditionnel existante jusqu'alors, post-papier et services payants. Aujourd'hui, le groupe Poste italien est actif par le biais de ces sociétés sur de nouveaux marchés comme les assurances, les téléphonies, les crédits, la numérisation, la dématérialisation et bien d'autres encore. Une des principales nouveautés offertes par Poste italien sont les transactions financières effectuées par téléphone mobile pour les personnes disposant d'un compte courant de poste. Et voilà la diversification des postes italiennes. Vous pouvez voir les services qu'aujourd'hui Poste italien va faire. Jusqu'en 1998, Poste italien était donc une entreprise postale traditionnelle qui proposait des services postaux et des paiements, employant 175 000 travailleurs. Aujourd'hui, en revanche, Poste italien est à la tête d'une holding qui emploie environ 142 000 travailleurs, dont 60 000 aux services postaux, et qui s'occupe de nombreux services postaux, financiers et de la communication électronique. Poste italien assure la livraison de la correspondance dans chaque localité de l'Italie, du lundi au vendredi, alors que les bureaux financiers des postes sont également ouverts les samedis, au contraire des banques. Dans cette diapositive,
vous pouvez voir la représentation plastique actuelle du groupe Poste Italienne. Voici l'ensemble des sociétés spécialisées dont l'entreprise détient le contrôle, qui opèrent en synergie avec la maison mère de l'holding. Nous avons 26 sociétés spécialisées. Nous avons Postel SPA et Postecom SPA, services de dématérialisation et de numérisation. Nous avons Poste Sicura, Poste Vita, société d'assurance. Nous avons Banque du Midi, qui c'est une petite banque. Nous avons DocHotel Communication. Nous avons 26 sociétés spécialisées. Et voici la composition des bénéfices du groupe Poste Italien l'année passée. 57% des bénéfices sont garantis aujourd'hui par les services d'assurance, 22% par les services financiers, paiement, services bancaires, etc. Et seulement 19% sont garantis par les services postaux traditionnels. Actuellement, les services innovants, téléphonie, services numériques, dématérialisation, etc., assurent seulement 1% du total des bénéfices. Il apparaît donc clairement pourquoi mon syndicat travailleurs poste italien, a depuis toujours soutenu la nécessité de préserver les principes d'unité de l'entreprise et du groupe poste italien. Par la suite, dernièrement, le gouvernement italien avait proposé de séparer les services d'assurance du groupe. Heureusement, la proposition aujourd'hui a été retirée. Les privés de la contribution essentielle de certains de ces aires des affaires ou diviser et fragmenter les activités postales de celles financières signifierait mettre en péril la gestion de l'entreprise et de ses emplois. En 15 ans, le groupe Poste Italien a donc changé son organisation et ses services. Il a fallu réduire les effectifs afin d'éliminer les déficits économiques, mais aussi rechercher de nouvelles figures professionnelles pour garantir une distribution de qualité de nouveaux services financiers, bancaires et numériques. Au cours des grands processus de restructuration que le groupe a connus ces 15 dernières années, les syndicats a joué un rôle déterminant. L'ensemble des mutations de l'entreprise a bénéficié du consensus du syndicat et des travailleurs. Pas de grève, pas de tension sociale. La réduction du personnel dans le secteur des services postaux a été largement compensée par l'augmentation de l'occupation dans le secteur des services financiers et innovants. De nombreux travailleurs du secteur postal sont allés en retraite anticipée, mais beaucoup d'autres, spécialement les plus jeunes, ont bénéficié d'une requalification professionnelle dans le secteur financier. La formation, hier vous avez parlé de la formation, a donc été un instrument très important. À partir de 2007, 3 grands accords de réorganisation du secteur postal ont été signés. À cause de la crise et de la diminution des volumes de la poste traditionnelle, le groupe Poste Italien et tous les syndicats ont convenu de réduire les effectifs des employés postaux de 15 000 personnes. Le personnel excédentaire a été en partie accompagné à la retraite anticipée et en partie muté dans le secteur des services financiers. Ce secteur est en développement croissant, au contraire de celui postal. Donc nous avons déplacé nombreux travailleurs du secteur postal dans le secteur financier. Poste Italien aujourd'hui. Actuellement, Poste Italien est devenu la plus grande infrastructure logistique et technologique de mon pays, de l'Italie. Celle-ci dispose de 13 000 bureaux de poste. Il s'agit d'un grand réseau. Il s'agit de petits supermarchés où sont vendus des produits postaux,
financières, téléphoniques, bancaires, numériques et des assurances. Le groupe est aussi au service de l'administration publique dans tous les territoires et s'occupe, par exemple, du renouvellement des passeports, de la délivrance des permis de séjour aux étrangers, de la distribution des social cards, etc. La livraison des paquets et de la correspondance est assurée par 2500 centres de distribution et livraison. Les facteurs, dotés de tablettes électroniques de dernière génération, peuvent effectuer aussi les petits services de paiement à domicile. Vous pouvez voir l'infrastructure des postes italiens aujourd'hui. C'est une grande infrastructure. L'infrastructure des postes italiens est puissante. Nous avons le réseau physique, 13 000 bureaux postaux, 2 500 bureaux de consignes. Nous avons l'infrastructure ICT, International Technology. Nous avons le réseau logistique. Nous avons surtout le réseau d'accès multicanaux. Internet, bureau de poste, kiosque, ATM, etc., etc., etc. Hier, vous avez parlé de la privatisation des postes. D'ici à la fin de l'année, 40% du capital des postes italiens sera relié au marché actionnarial italien et international. Le groupe Poste Italien, aujourd'hui, a une grande valeur sur le marché, environ 10 ou 12 milliards d'euros. Le gouvernement a décidé de vendre une partie des actions de Poste pour diminuer le déficit public. Le contrôle de l'entreprise restera cependant dans les mains de l'État. Les syndicats ne sont pas contraires à la privatisation des postes italiens, mais seulement s'il est garanti que le groupe italien reste uni. Tous les services ensemble, services postaux et services financiers. C'est la condition pour accepter la privatisation. Pour conclure la première partie de mon rapport, je peux affirmer que sans la diversification, les services et les développements secteur financier, le groupe Poste Italien serait aujourd'hui une des nombreuses entreprises en crise du monde occidental. Les taxes d'activité se seraient écroulées. Au contraire, à travers une politique de diversification de l'offre, Poste Italien a pu maintenir une forte présence sur le marché et compenser avec les services financiers et innovants les pertes du secteur postal. Deuxième partie de la présentation, s'il vous plaît. La deuxième partie de mon intervention, de mon rapport, est en revanche dédiée à une analyse détaillée des services offerts actuellement par le groupe Poste Italien et de ses résultats économiques qui sont positifs depuis 2003. L'offre de marché actuelle du groupe Poste Italien est basée sur 3 typologies de produits. La diapositive n'est pas correcte. Nous avons les produits des postes italiennes, produits postaux et de paiement, pas bancaires. Nous avons après les produits des sociétés du groupe Poste Italien, produits postaux, financiers, numériques, mais aussi assurance, téléphonie et commerce et bancaire. Nous avons enfin les produits financiers des tiers, banques, etc., que le groupe vend à travers ses propres bureaux dont il obtient des bénéfices. Tous ces produits
sont commercialisés à travers les réseaux de vente des postes italiens, grande infrastructure composée de 13 000 bureaux postaux et des agents commerciaux. Poste Italien n'est pas une banque et ne dispose pas d'une telle licence pouvant être uniquement délivrée par les banques d'Italie. Toutefois, Poste Italien a décidé de pratiquer des services bancaires à travers des modalités. En achetant une petite banque, la Banque del Mezzogiorno, la Banque du Sud, la Banque du Midi, grâce à laquelle il propose des solutions de crédit à moyen terme aux petites et moyennes entreprises du sud de l'Italie qui a besoin de développement. En réalisant des accords commerciaux avec les banques italiennes et étrangères pour vendre dans ses propres bureaux les produits bancaires de ces sociétés. Poste Italienne propose dans ses guichets un travail préparatoire, puis transmettre le matériel et la documentation aux banques qui autorisent les services, en particulier les crédits. Dans les 15 dernières années, le bureau postal, le point de vente des postes, a changé de forme. Jusqu'en 1998, le bureau postal était caractérisé par la présence de deux typologies de guichettes, celui des produits postaux et celui des paiements. Aujourd'hui, au contraire, le bureau postal est bien davantage. À côté des guichets des services postaux et des paiements, nous retrouvons d'autres canaux de vente spécialisés dans les produits financiers, bancaires, de téléphonie et d'assurance. Les produits financiers sont assurés par la Consultive Salle, bureau de consulance, sur le modèle des banques. Les produits d'assurance et ceux de téléphonie mobile sont assurés par des coins, des special corners, dans lesquels est présent les marges du produit offert. Dans les bureaux postaux, les plus importants des plus grandes villes, sont présents aussi des promoteurs financiers, seulement 100 aujourd'hui, mais destinés à croître jusqu'aux 400 la prochaine année, qui disposent d'un portefeuille client spécifique. Ces promoteurs se déplacent sur le territoire qui leur est assigné. Vous pouvez voir les bureaux de poste aujourd'hui. Nous avons les guichettes postales, la lettre, et les guichettes du paiement, les symboles de l'euro. Mais nous avons aussi les salles consultives, les bureaux de consulance sur le modèle des banques. Et nous avons aussi des corners, des coins spécialisés, post-shop, est destiné à la vente des produits au détail, livres, CD, de musique, cadeaux, téléphones mobiles, etc. Et nous avons les corners de l'assurance, Poste Assicure, toujours dans les bureaux de poste. Et nous avons aussi les corners des postes mobiles, où se vend la téléphonie. Donc, aujourd'hui, le bureau de poste est un petit supermarché qui vend tous les produits. Maintenant, je vais analyser les produits des postes italiens. Ce sont les produits directement des postes italiens. L'offre des produits des postes italiens est caractérisée par la présence de toute la gamme de services postaux, correspondance, paquets et timbres, et des services de paiement. Les services de paiement des postes italiens sont caractérisés par l'offre de comptes courants postaux, des cartes prépayées PostePay, du transfert de fonds. Ces services sont appelés la banque postale, mais sont uniquement des services de paiement, pas de crédit, pas de découverte du compte, etc. La banque postale italienne n'est pas une banque.
L'offre de services postaux est disponible au sein des bureaux, mais aussi pour les entreprises depuis son domicile. Dans ce cas, le service doit être réservé téléphoniquement. La livraison, comme nous avons déjà signalé, est assurée dans chaque coin du pays, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Les facteurs dotés de tablettes de dernière génération peuvent effectuer de petites transactions financières, services de paiement, à domicile. Voici les produits des sociétés spécialisées des groupes Poste Italien. Les produits vendus par Poste Italien, mais des propriétés des sociétés du groupe Poste, sont des types postaux, financiers, numériques, mais aussi des assurances et de la téléphonie mobile. Les produits d'assurance en particulier liés à l'épargne, à l'investissement, à la prévoyance complémentaire ou à la protection des biens ou des personnes garantissent la majeure partie des bénéfices du groupe italien. En 2013, le poids des bénéfices du secteur des assurances représentait 57% du total. Les services de téléphonie mobile, Poste Mobile, les premières, et note, sont en grande expansion. Poste Mobile est devenu en quelques années le premier opérateur virtuel en Italie avec plus de 3 millions de cartes SIM. Dans les dernières années, Poste Italien a été autorisé à acheter la Banque du Sud, la Banque du Mezzogiorno, la Banque du Midi, à travers laquelle le groupe propose des financements à moyen et long terme réservés aux petites et moyennes entreprises de région du sud de l'Italie. Poste Italien ne possède pas, je l'ai déjà dit, ne possède pas de licence bancaire et c'est pour cela que le groupe a acquis une petite banque afin de proposer des services de crédit. Dans cette diapositive, nous pouvons voir les produits commerciaux de Poste, mais fournis par des agences tierces. Il s'agit des services bancaires et financiers. Poste Italien a conclu des accords commerciaux avec des grands groupes bancaires comme Deutsche Bank, le groupe BNP Paribas, Unicredit et d'autres encore. Les partenariats. Poste Italien reçoit une compensation pour la vente de ces produits. Le cas de la Caisse des dépôts et des prêts est particulier. Il s'agit d'une société de l'État qui émet des titres et des crédits qui sont ensuite vendus par Poste Italien. La Caisse des dépôts et des prêts finance des actions publiques. Poste Italien reçoit une compensation économique pour la commercialisation des produits d'épargne et de la Caisse des dépôts. Pour conclure mon intervention au symposium, il ne me reste qu'illustrer les résultats économiques de Poste Italien dans les dernières années. Et voilà les résultats de la diversification. Comme je l'ai déjà dit, le groupe était jusqu'en 1998 un grave déficit économique. Une politique de développement et de diversification, les bilans sont de nouveau positifs depuis 2003. Les produits et les bénéfices sont depuis lors en augmentation constante. Depuis 2003, le bénéfice du groupe est de 90 millions d'euros. En 2013, le bénéfice net a atteint plus d'1 milliard d'euros. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à une politique de diversification de l'offre, avec une attention particulière aux services financiers et d'assurance qui assurent environ 80% des bénéfices. En effet, les bénéfices ont doublé les dernières années grâce à la diversification. Une dernière chose, le syndicat italien, tous les syndicats,
a demandé au gouvernement la possibilité que les travailleurs participent à la richesse de l'azienda. Le syndicat a demandé la participation aux bénéfices de l'azienda des travailleurs. La discussion est ouverte et j'espère que va bien cette discussion. Denis, j'ai terminé. Merci à tous pour votre attention et bon travail. Je m'excuse par ma langue française, mais c'est la situation. Non, merci beaucoup. Je pense que la présentation était très claire. Ça démontre bien que l'innovation et la diversification et l'expansion des services est la voie de l'avenir. Probablement que Post Canada ont commis une erreur qu'on pourrait appeler stratégique dans les années 90, début 2000. Donc, au lieu de s'attaquer aux droits des travailleurs et des travailleuses et de tenter de réduire les avantages sociaux, les fonds de pension, il aurait dû penser d'une façon plus progressiste et aller voir qu'est-ce qui se passait en Italie, parce que dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est quand on voit les photos avec les différents types de services qui sont offerts, on voit très bien, on voit très bien la reproduction d'un modèle similaire ici, parce que, dans le fond, c'est ce qu'on met de l'avant. Donc, merci pour la présentation. So, our next speaker is... Notre prochain conférencier, c'est M. Collins, qui est l'organisateur du EPML, le syndicat de l'ingénierie et de l'impression, qui inclut également les travailleurs internes et les factrices de la Nouvelle-Zélande. Alors, il va nous parler maintenant de la Kiwi Bank. Je crois que nous avons tous entendu parler depuis 6-7 ans de la Kiwi Bank, de leur succès, de leurs problèmes, des hauts et des bas. Et je crois qu'il sera très intéressant de voir l'historique de cette Kiwi Bank. Alors, il s'appelle Georges. Georges était banquier avant de travailler avec le syndicat. Alors, Georges, on vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Denis. J'aimerais vous remercier, vous et votre équipe, de votre accueil si chaleureux. Je fais tomber mes appareils. Avant de commencer, j'aimerais vous situer. Premièrement, je vais me présenter. Je vais vous donner un peu d'informations sur la situation politique et syndicale en Nouvelle-Zélande. Je vais parler du secteur postal et l'histoire de la Kiwi Bank. Une petite critique des postes et de la banque, après quoi je vous parlerai de l'avenir et là je répondrai à vos questions. Tēnā koutou, tēnā kouta katoa, bonjour, bonjour. Des chaleureuses salutations des Premières Nations de Aotearoa, la terre du long nuage de Nouvelle-Zélande. Je m'appelle George Collins et je suis l'organisateur national pour le syndicat EPML. Je suis ici pour vous parler de l'expérience des postes de Nouvelle-Zélande et de la création de la banque Kiwi. En premier, j'aimerais reconnaître la raison pour laquelle je porte cette fleur rouge. Il y a quelques jours, on a célébré
le 100e anniversaire de la guerre de Gallipoli, où l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient côte à côte. En 2015, on va avoir le 100e anniversaire de cette guerre et il va y avoir beaucoup de festivités, y compris des parades à l'aurore. Alors on se rappellera de ces soldats. Ça fait à peu près une semaine que je suis au Canada et les gens ont du mal à comprendre mon accent. Alors, avant de commencer ma présentation, j'ai pensé vous donner un petit cours sur ce qu'on appelle le Co-English. Vous pensez peut-être que je parle comme un Australien, mais je ne suis pas Australien. Je suis un Kiwi. Alors, des salutations typiques. Je vous demanderai de répéter après moi. Kia ora. Ça, c'est du maori, les Premières Nations de la Nouvelle-Zélande, et ça veut dire bonjour. Pourriez-vous répéter après moi? G'day. Ça veut dire bonjour. Pourriez-vous répéter après moi? How's it going? Ça veut dire comment allez-vous? Pourriez-vous répéter après moi? Sweet as bro? Ou sure bro? Qui veut dire tout va bien. Merci mon ami. Et maintenant, voici quelque chose qui va vous confondre. Et j'ai un prix pour la personne qui peut traduire cette phrase. Un sac de nos supermarchés, mais à l'intérieur, j'ai des vêtements de notre syndicat. Et je serai heureux de donner cela à la personne qui peut traduire ma phrase. Alors, je vais vous demander de répéter après moi. Yeah, nah. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Yeah, nah. Ça veut dire, oui, je reconnais ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord. Alors, quand vous entendez yeah, nah, ça veut dire oui et non, mais à ce monsieur, j'aimerais vous donner un T-shirt. Vous avez presque bien traduit la phrase. Mais c'est plus facile à dire quand vous avez le bon accent. Parlant de l'accent, je dois vous dire que la semaine dernière, des membres de la famille royale ont visité la Nouvelle-Zélande. Et je crois qu'on a perdu l'occasion de nous excuser officiellement à la reine pour notre matraquage de la langue anglaise. Alors, parlons un peu plus de mon pays. Je vais vous donner un peu l'historique de la Nouvelle-Zélande. Alors, l'environnement politique. La Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays composé de 4,5 millions de personnes. Comme le Canada, nous faisons partie du Commonwealth et notre chef d'État est la reine Elisabeth, représentée par notre gouverneur général. Notre chef politique est un premier ministre qui dirige le gouvernement en gagnant une majorité de députés au Parlement. La Nouvelle-Zélande est une démocratie occidentale et notre système est un système de représentation proportionnelle. Aux élections, les citoyens ont 2 votes, un pour le parti et un pour le représentant. Nous avons un mandat de 3 ans et nous avons une élection cette année. Le gouvernement actuel est un gouvernement conservateur composé d'une coalition. Ils ont une approche néolibérale au niveau économique. Le syndicalisme en Nouvelle-Zélande. À peu près 27% des travailleurs sont syndiqués, 10% dans le secteur privé. Mon syndicat est le plus grand syndicat privé. On est responsable de 11 industries. Depuis 1991, le mouvement syndical a été attaqué par le développement d'un
modèle de contrat pour service comparé à des emplois. Le gouvernement actuel, comme les gouvernements conservateurs antérieurs, avait en tant que priorité la destruction des syndicats. À ce moment-ci, il y a un projet de loi devant le Parlement pour affaiblir les négociations collectives, réduire les salaires et les avantages sociaux. Il y a une demi-douzaine de syndicats affiliés au Parti progressiste, le Parti travailliste. Le secteur que je représente, secteur postal et logistique, est syndiqué. Alors, regardons un peu le secteur postal en plus grand détail. Alors, voilà l'ancien bureau de poste. C'est ce à quoi ça ressemblait autrefois. Alors, le bureau de poste en Nouvelle-Zélande a commencé au XXe siècle comme ministère fédéral composé de 3 unités, le bureau de poste, trois unités, dis-je, un bureau de poste, une banque d'épargne, banque postale d'épargne et un échange téléphonique. Et dans les années 80, un gouvernement progressiste a adopté une approche néolibérale et a décidé de déréglementer l'économie. Donc, au 1er avril 1987, le bureau de poste néo-zélandais a été corporatisé, comme on dit, et ses activités ont été divisées entre 3 compagnies distinctes. Une compagnie de télécommunications, une banque postale et la poste néo-zélandaise. Et chaque compagnie continue d'avoir à fonctionner comme entité commerciale. Chaque compagnie est régie par une loi qui repose sur les principes suivants: être rentable et efficace, être un bon employeur et démontrer la responsabilité sociale, c'est-à-dire travailler pour le bien public. Alors, la montée de Kiwibank. Kiwibank a eu ses débuts dans la banque postale qui n'a duré que 2 ans jusqu'au moment d'être vendu au groupe bancaire ANZ en 1990. Alors, regardez l'écran et ça pourrait être un boulevard plein de banques n'importe où en Nouvelle-Zélande, et la National Bank appartenait à Lloyds. Maintenant, ça appartient à ANZ. Et ça, c'est un groupe australien qui appartient à des Australiens. Et si vous regardez de plus près, vous allez voir en jaune Bank ASB. ASB, c'est une banque communautaire et elle a vendu 75% de ses actions à la Commonwealth Bank de l'Australie. Alors, disons que cette banque est véritablement australienne. Donc, dans les années 80 et 90, il y a eu des réformes néolibérales d'effectuer, menées par des gouvernements conservateurs et travaillistes, ce qui a donné lieu à une réduction du nombre de banques en Nouvelle-Zélande et qui a permis aux Australiens d'avoir la main mise sur les banques. Par exemple, la Banque de Nouvelle-Zélande appartient maintenant à la Banque nationale d'Australie. Il y a 2 banques régionales. Bon, il y a ASB, mais autrefois c'était la Banque d'épargne et de fiducie, a fini entre les mains de Westpac et de la Commonwealth Bank of Australia. Ensuite, la Banque nationale de Nouvelle-Zélande a été vendue à ANZ, qui est également une banque australienne. Donc, à l'époque, une seule banque restait entre les mains d'intérêt néo-zélandais, c'est la banque TSB. Donc, au moment où il y a eu un changement de gouvernement en 1999, il y a 2 choses qui s'étaient produites en même temps et qui avaient permis justement d'obtenir une banque parrainée par le gouvernement néo-zélandais. Premièrement, il y a eu un sentiment nationaliste qui voulait qu'on ait une banque qui appartiendrait
à la Nouvelle-Zélande, puisque tous les bénéfices profitaient à l'Australie. Deuxièmement, en Nouvelle-Zélande, en 1996, la Nouvelle-Zélande avait réformé son système électoral, ce qui voulait dire qu'il fallait des partenaires pour une coalition avant qu'un gouvernement puisse être formé. Et Jim Anderson, qui était partenaire du Parti progressiste, est donc devenu vice-premier ministre et ministre du Développement économique. Et il a insisté pour que l'on crée une banque qui appartiendrait à la Nouvelle-Zélande, et ce, dans le cadre d'un accord de coalition. Donc, en 2002, Kiwi Bank a été créé en Nouvelle-Zélande. Alors, joignez-vous au mouvement, c'était ça le slogan. Et il y a eu donc toute une campagne de marketing en vue de révolutionner le secteur bancaire en Nouvelle-Zélande. En fait, c'était un peu refaire ce qui était déjà existé, parce qu'il s'agissait de recréer une banque d'État. Mais cela a beaucoup intéressé le public néo-zélandais. La Kiwi Bank est une filiale qui appartient à 100% à la Poste néo-zélandaise. Ce mouvement a rapidement pris de l'expansion et a pu donc profiter du réseau existant de comptoirs postaux. L'une des préoccupations exprimées à l'époque, c'était que la Kiwi Bank, c'est-à-dire que certains critiques pensaient qu'il n'était pas normal que le gouvernement se lance dans des activités bancaires. Et cette critique venait surtout de la droite politique. Mais ces critiques ont disparu lorsqu'un gouvernement progressiste a nommé un ancien conservateur comme président du conseil d'administration. Alors, si vous voulez bien regarder l'écran, c'est ça que vous avez ou que vous voyez quand vous arrivez dans une succursale de la Kiwi Bank. Vous avez des services postaux et vous avez aussi l'aspect d'une banque véritablement néo-zélandaise. Et si vous regardez ce qui est en vert, vous allez voir que cette couleur fait la promotion de ce en quoi consiste la Nouvelle-Zélande. Il y a un endroit qui s'appelle Paramoo. Il y a un grand arbre, certains types d'arbres. Et ça, c'est le genre de choses que fait la Kiwi Bank. Alors, j'espère que je vous donne un petit portrait de ce qu'est la Kiwi Bank et la façon dont elle fait sa propre promotion, parce que c'est bien important. Alors, maintenant, je voudrais apporter un regard critique sur le service postal de la Nouvelle-Zélande et de la Kiwi Bank. Selon la personne à qui l'on parle, le cadre de gouvernance est soit positif, soit négatif. Certains universitaires et certains professionnels à qui j'ai parlé ont dit que le régime de gouvernance est un peu flou. Et il y a un problème en raison de l'interconnectivité de la Poste, des conseils d'administration de la Poste et de la banque. La loi sur la banque de réserve exige que la Kiwi Bank soit indépendante de sa société mère. Donc, que la Kiwi Bank ait son propre conseil d'administration, même si c'est une unité commerciale du groupe de la Poste. Voici quelques exemples. Jim Bolger, ex-premier ministre de la Nouvelle-Zélande, dont je viens de vous parler, a été nommé le premier président de la Kiwi Bank, mais il était également président de la Poste néo-zélandaise. L'actuel président de la Poste néo-zélandaise et ancien ministre des Finances, Sir Michael Cullen, siège aux deux conseils d'administration. Le PDG du groupe de la Poste néo-zélandaise, Brian Roche, est membre du conseil de la Kiwi Bank. Alors, j'ai eu quelques conversations un peu difficiles avec des dirigeants opérationnels à ce sujet, mais ils ont défendu cette façon de faire en disant que c'était utile pour les connaissances institutionnelles et le renforcement des relations.
Et certains dirigeants disaient qu'il faut quand même une orientation claire parce que cela facilite le travail à tout le monde. Maintenant, la viabilité économique. Alors, l'une des plus importantes préoccupations de la Kiwi Bank, c'est son financement. La Kiwi Bank devait être autosuffisante maintenant, mais ça ne s'est pas produit et cela ne va pas se produire avant 2017. La Poste a financé la banque à hauteur de 360 millions de dollars. Mais l'année dernière, la cote de la Kiwi Bank a été diminuée de A à moins, ou de A plus à A à moins, par Standard & Poor's. Et ça, c'est parce que la Kiwi Bank n'avait pas une société mère en tant que banque riche comme société mère. En 2013, la Kiwi Bank a réalisé la plus grosse partie des bénéfices de la Poste, 121 millions de dollars environ. Alors, la Poste néo-zélandaise a du mal à réunir suffisamment de capitaux pour être une banque concurrentielle. Le groupe s'est engagé à l'appuyer à long terme en y versant 100 millions de dollars pour mettre à niveau l'ensemble de sa technologie informatique, ses ordinateurs et ses services bancaires de base. Et il s'est engagé également à créer 50 nouveaux magasins de la Kiwi Bank dans des zones stratégiques, donc à Auckland et dans d'autres secteurs autour de Auckland, à Wellington également et à Christchurch. La stratégie actuelle consiste à étendre les activités de la banque et à trouver des façons plus économiques de régler le problème des volumes qui diminuent. La propriété des comptoirs postaux sera réduite et ces comptoirs seront remplacés par des entreprises hautes, comme on dit. C'est un modèle assez intéressant qui a évolué. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des entreprises comme des librairies qui ont déjà une banque et c'est là que les services postaux vont être assurés à l'avenir. Cette banque s'est très bien débrouillée pour ce qui est d'intéresser et d'obtenir des clients néo-zélandais. La banque a maintenant 850 000 clients qui représentent 23% des clients des banques de la Nouvelle-Zélande. Elle a opté pour la diversification. Elle offre d'autres produits financiers comme les fonds gérés, les assurances. Le nombre de prêts a augmenté de 6,5% et les dépôts des clients ont augmenté de 43%. Et cela est renforcé davantage dans une déclaration ou un énoncé qui a été déposé devant le Parlement. Les aspects négatifs, c'est que la Kiwi Bank a été créée afin de révolutionner le secteur bancaire néo-zélandais en ayant des frais plus faibles. Mais si vous regardez les autres banques en Nouvelle-Zélande, le fait est qu'il y en a 3 autres qui ont été créées depuis 1999 et la TSB donne un retour d'investissement de 10% à ses actionnaires. Plus de 50% des clients de la Kiwi Bank font leurs opérations bancaires principales ailleurs. Et ça coûte cher à la banque du point de vue de l'administration. Par exemple, le coût des banques par rapport à ses revenus est de 68%, alors que pour d'autres banques, la moyenne, c'est 48%. Et la Kiwi Bank n'a que 10,7% du marché et seulement 5% du marché hypothécaire. En ce qui concerne la relation entre la Poste néo-zélandaise et la Kiwi Bank, on peut dire que c'est un peu comme entre un parent et un enfant. La Poste avait le rôle dominant, mais à mesure que la Kiwi Bank prend de la maturité, je me demande qui a besoin de l'autre le plus, puisque ce qui arrive, je vois qu'un petit enfant difficile qui est devenu adolescent, si vous voulez,
et qui commence à savoir quoi faire sans l'aide de l'autre. Oui, la Kiwi Bank a besoin de plus de capitaux et que ces capitaux viennent de la Poste, mais la Poste a également besoin de la Kiwi Bank pour être en mesure de moderniser et de restructurer ses services postaux de base afin de créer un service postal viable à l'avenir. Alors, regardez ça. Ça s'appelle « the big picture ». Si vous regardez de très près, à l'heure actuelle, tout ce que fait la Poste revient dans le réseau de la Poste et la Kiwi Bank joue un rôle très important dans ce contexte. Bon, il y a le réseau des magasins qui font partie de la Kiwi Bank et si vous regardez ce qui se passe à l'étranger, c'est ce qu'on appelle UPost et c'est en ligne, donc des services en ligne. Et quelqu'un a parlé d'Amazon hier. Eh bien, nous avons TradeLink et il s'agit d'élargir le service de livraison des colis. Donc, il y a la Poste qui s'en charge au départ. On ramasse les colis à l'étranger. Il y a de grands bateaux à conteneurs qui ramassent ces colis pour les livrer. Alors, ils ont déjà tout prévu pour l'avenir pour ce qui est de l'élargissement de ce service de livraison des colis. Alors, la Poste néo-zélandaise passe par différentes restructurations et on pense qu'il y aura une perte de 2000 emplois au cours des 4 prochaines années. Et au lieu d'avoir 16 centres de traitement, il ne va plus y avoir que 3. On change aussi la norme de livraison d'1 jour à 3 jours. Et ça, c'est justement en raison de la réduction d'effectifs. Avant, il y avait des centres de traitement un peu partout en Nouvelle-Zélande, mais maintenant, il va y avoir seulement 3. Christchurch, Palmerston North et Auckland. Et pourquoi pas Wellington, vous dites, là où j'habite? Bon, ça ne me plaît pas, mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous venez me voir après, je vais vous expliquer ça. Et il voudrait également modifier l'accord ou le protocole d'entente avec le gouvernement pour passer à la livraison aux 3 jours. Et ça a déjà été approuvé. Et je vous donne un exemple de ce qui est arrivé. La Poste voulait la livraison à 3 jours. Mais elle a décidé que ce serait aux 3 jours en milieu urbain et aux 5 jours en milieu rural. Vous savez pourquoi? Parce que le gouvernement conservateur a tous ses partisans en milieu rural. Voilà. Et dans la mesure du possible, ils vont combiner les sites de livraison et de messagerie. Ça fait partie de la stratégie. Et si vous regardez les petits camions, vous allez voir qu'ils ont un service de messagerie, ECL. Et la couleur, c'est jaune et vert. Et ils voudraient les mettre ensemble dans des secteurs, des zones où c'est logique de le faire. Donc, un site ECL et un site de la Poste, s'il y a les deux quelque part, en milieu rural, mettons, Tambaronoy, ils vont créer un site mixte, donc avec un seul agent de livraison, et ils ont déjà mis à l'essai ce système. Donc, le travail lui-même devra s'adapter à ces changements et le modèle de travail est également examiné en vue de l'avenir. La Nouvelle-Zélande se compare à la Norvège en raison des similitudes entre les deux pays du point de vue de la taille et de la géographie. Mais cela va coûter très cher à la Poste néo-zélandaise. Par exemple, et bien sûr, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais si on pense à tous les facteurs qui livrent à vélo, eh bien, ils vont être remplacés par des véhicules électriques.
Et il suffit de regarder le modèle norvégien et c'est exactement ce qu'on prévoit de faire en Nouvelle-Zélande. Alors, la Poste est convaincue de pouvoir créer une entreprise viable avec ses nouveaux produits et avec des volumes accrus de livraison de colis. Mais on pense qu'il ne sera jamais possible de remplacer le manque à gagner dû à la perte des volumes de poste-lettres. Alors, il y a un plan, et si vous regardez, vous voyez services financiers, et essentiellement ce qu'on dit dans ce plan, c'est qu'on va on va inclure la logistique, mais on va surtout s'appuyer sur les services financiers. Et le déclin de la poste-lettre est important. À l'heure actuelle, nous avons 750 millions de pièces de courrier et les gens chez nous savent bien se servir des ordinateurs. Et de nos jours, les gens préfèrent ne pas avoir à traverser la rue parce que les gens se servent de leur téléphone cellulaire et ils ne regardent pas. Alors, ça vous donne une idée du fait que tout le monde a opté pour le modèle numérique et électronique et la Poste estime que, en raison de ce déclin rapide de la poste-lettre, si on a 350 millions de pièces de courrier, cela va supposer des changements très dramatiques. Mais évidemment, s'ils opèrent ces changements trop rapidement, ils pensent que le déclin va être encore plus rapide. Alors, ils pensent que ça va être ça, les volumes de courrier. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de restructurer l'entreprise pour que cela corresponde à la demande et pour créer aussi de nouveaux produits comme ceux dont je vous ai parlé. Mais il s'agit de savoir où il faut dépenser tous ces capitaux afin que ces changements puissent se faire. Et la réponse, c'est la Kiwi Bank, parce que c'est ainsi qu'ils ont structuré l'entreprise pour que la banque réunisse plus de bénéfices pour la Poste. Ensuite, je passe à la question de la viabilité et la possibilité de concurrencer les autres banques. La Kiwi Bank comprend la situation en ce sens qu'elle doit mettre l'accent sur les bénéfices et ne pas simplement essayer d'obtenir de nouveaux clients. Quand même, ils ont bien fait cela puisqu'ils ont obtenu 350 000 clients en 10 ans. Mais la différence, c'est qu'avec le réseau de détail, la Kiwi Bank a maintenant une occasion qu'aucune autre banque n'a. Les clients de la Poste qui veulent payer leurs factures ou envoyer des colis ou des lettres, etc., peuvent s'adresser à un vendeur de la Kiwi Bank et aucune autre banque en Nouvelle-Zélande n'a ce type d'arrangement. Cela permet au personnel de la Kiwi Bank de vendre des produits de la Kiwi Bank à cette clientèle et cela ne se produit pas ailleurs en Nouvelle-Zélande. La Kiwi Bank doit transformer ses 850 000 clients en clients qui essayent de se procurer tous les services de la banque et vont faire cela grâce au nouveau réseau technologique et grâce à son service à la clientèle. Mais il faut absolument que la banque incarne ces valeurs. Et comment est-ce qu'elle va faire cela? Eh bien, le fait est que la Kiwi Bank s'est vue décerner le prix pour la banque en laquelle les habitants ont le plus de confiance et la meilleure banque en Nouvelle-Zélande. Un autre exemple, c'est que la Kiwi Bank a parrainé le prix pour le citoyen de l'année. Donc, quelqu'un qui défend les habitants de la Nouvelle-Zélande pour leur mieux-être. Malheureusement, je n'ai pas d'acétate à vous montrer là-dessus, mais cette année, c'était le Dr Lance Sullivan. Il est beau, il est très, très beau,
Bon, d'une certaine manière, comme tout homme moderne, je suppose, mais il est médecin qui s'est installé dans les zones rurales très pauvres pour créer des cliniques. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien avec les valeurs de la Kiwibank, parce que ils veulent être une banque numérique qui a à cœur les intérêts des gens du pays, mais ils veulent aussi être associés avec quelqu'un de ce genre qui défend les Néo-Zélandais. Alors, vous voyez à quel point c'est important pour le discours de la Kiwibank concernant ce que c'est que d'être néo-zélandais. Et le problème, c'est que ce discours n'est pas parfait parce que ça présente un avantage par rapport aux banques qui appartiennent à l'Australie. Mais ce discours ne marche pas avec les banques néo-zélandaises qui présentent le même type d'arguments et qui, en même temps, offrent des dividendes de 10% chaque année à leur collectivité. Le discours de ces banques néo-zélandaises, c'est nous contre le reste du monde. Mais si la Kiwibank arrive à l'emporter avec son discours, très bien. Mais sinon, la Kiwibank devient une banque tout comme les autres banques néo-zélandaises. Mais le modèle des relations industrielles est un modèle pluraliste axé sur la mobilisation. Alors, le PMU se réunit trimestriellement avec la haute direction et nous estimons qu'il s'agit d'une relation stratégique puisque la direction accepte le syndicat comme étant l'organisation qui représente l'ensemble des employés et la compagnie s'engage à nous consulter sur les enjeux les plus importants. La Kiwibank n'est pas aussi bien organisée que les autres aspects ou les autres éléments du groupe postal, mais le personnel bénéficie de cette relation stratégique. Le syndicat compte 3 500 à 4 000 membres au sein de la Poste, c'est-à-dire une densité de 85%. Et notre syndicat a vraiment réussi à obtenir de bonnes conditions de travail pour les employés de la Kiwibank, même si nos membres sont peu nombreux. Jusqu'à un certain point, cela a été possible grâce à nos discussions avec le mouvement syndical en général concernant la couverture et la démarcation entre les différents éléments. En d'autres termes, les autres syndicats ne nous concurrencent pas pour les mêmes membres dans les mêmes régions. De même, notre discours est également axé sur nos valeurs, c'est-à-dire la solidarité, l'équité et l'égalité, et non pas sur une relation conflictuelle. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Parce que le personnel de la Kiwibank est formé du point de vue des valeurs qu'ils doivent présenter. Mon prochain point est le suivant. Un seul effectif pour le groupe postal. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le personnel de la Poste néo-zélandaise est en mesure d'effectuer la plupart des fonctions de la Kiwibank. Mais à mesure que le réseau se réduit, certains employés pourront être mutés à la banque. Et en général, les employés sont d'accord. Au niveau le plus élevé, ces employés pourront éventuellement obtenir un poste au sein de la banque. Mais les gens à la banque semblent penser que les employés de la Poste ne savent rien faire à part lécher les timbres. En d'autres termes, il s'agit de bureaucrates qui ne peuvent pas s'adapter au rôle beaucoup plus intéressant et compliqué du vendeur ou du banquier. En d'autres termes, la Poste
voudrait que ses employés puissent être mutés à la banque. Mais cette approche est sapée par une certaine mentalité. La banque pense que les employés de la Poste ne sont pas à la hauteur de la tâche. Et donc, nous devons vraiment nous battre pour que cela se réalise. Parce qu'il va nécessairement y avoir une réduction du réseau de détail et donc moins de travail, moins de postes au sein de la Poste. Et donc, ces employés devraient pouvoir être mutés à la banque. Alors, le syndicat a toujours pensé que la fidélité et le dur labeur du personnel de détail devraient être récompensés, puisqu'ils ont été le visage de la Kiwi Bank dès le départ. Et donc, c'est eux qui devraient avoir la priorité à mesure que le réseau de magasins diminue. Et je pense que si Post Canada décide de créer une banque, je suggérerais qu'une entente soit signée entre le syndicat et Post Canada, précisant qu'il doit y avoir une transition pour le personnel de détail qui pourrait éventuellement être muté à la banque. Nous estimons que les rôles sont semblables et la formation au fil des années a été exactement la même. La Poste néo-zélandaise semble comprendre qu'il serait avantageux de permettre au personnel de se réinventer dans un nouvel environnement. C'est sûr que cela va permettre de réduire les coûts du projet de transformation, moins de formation à faire, etc., et plus de possibilités d'emploi pour nos membres. Donc, l'avenir maintenant. Je pense que l'avenir de notre banque est sûr. La banque a travaillé fort pour plaire au public et le changement de mentalité dans Kiwi Bank passe par le fait que la banque essaye d'améliorer le sort des Néo-Zélandais. C'est important et il faut poursuivre sur la même voie, c'est-à-dire défendre les intérêts des Néo-Zélandais. L'équation pour la banque est simple. Passer du produit à la clientèle, de la croissance à la rentabilité et essayer de maîtriser le numérique et transformer les 850 000 clients en clients bancaires à plein temps à travers les solutions de la TI et les services. Mais il y a des circonstances complexes et atténuantes parce que l'aspect politique n'est pas si simple. Il se peut que le gouvernement élargisse sa stratégie pour les actifs et la banque pourrait être ciblée pour la vente. Ce serait un désastre. Si on élisait un gouvernement progressiste prochainement, eh bien, la banque pourrait servir d'outil pour l'investissement économique. Comme on dit en Nouvelle-Zélande, eh bien, c'est un jeu politique. J'espère que vous allez comprendre, c'est un ballon politique qu'on peut tirer dans tous les sens. Et puis, il y a la question du déclin continu du volume du courrier et de la diminution de l'image de marque de la Poste néo-zélandaise. Mais je crois que la marque de la Poste néo-zélandaise va rester, mais dans les mains des entrepreneurs et des entreprises hautes. La banque continuera d'être partout, mais le vieux bureau de poste, où est-ce qu'on est rendu? Oui, le vieux bureau de poste, voilà. Comme on le connaît, il fera maintenant partie de nos photos d'histoire et d'archives. Et la marque Kiwi va continuer de prendre de l'essor et deviendra toujours plus visible avec l'injection des fonds. Mais d'où? Du gouvernement? Personne ne sait vraiment. Est-ce que ce sera par vente de la société? La question reste posée. En résumé, donc, l'histoire de la banque Kiwi marche bien. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a eu l'appui politique et le lobbying dès le départ. Il y a eu l'engagement du financement à long terme de la compagnie mère et ça a son point de vente unique
dans ce sens qu'il y a cette connexion avec le nationalisme kiwi et que cette histoire continue. Et pour aider les choses, il y a un seul syndicat à travers le groupe. Et, chose plus importante, le syndicat a une relation stratégique solide qui permet d'arrondir ou de contourner toutes les difficultés au cours de ce voyage. Merci à vous tous de votre attention. Avez-vous des questions? Regardez un peu cette partie de la Nouvelle-Zélande et la question, qui est ce kiwi? Merci de votre attention. So, thank you, George, to share. Merci, Georges, d'avoir partagé avec nous l'histoire de la Banque Kiwi et ses défis. Je pense qu'on a établi le lien avec la discussion d'hier sur la formation et le fait que les gens sont dans une période de transition lorsqu'il faut les former. Je pense que vous nous rappelez le fait que maintenir une banque postale, en fait, c'est un fait politique, mais on parle de cet environnement politique où nous nous trouvons. Et on peut comparer ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande à la situation au Canada selon le parti au pouvoir. Cela aura une répercussion majeure sur l'avenir de la banque postale. Nous, on dit toujours que lorsqu'on parle de cet enjeu et des services bancaires, ça fait partie de notre lutte politique. Le moment est venu pour les questions, les commentaires. Georges, vous avez la parole. Ma question, c'est surtout pour Lucas. Je me demande quelle résistance le syndicat a connue de la part de ses membres contre la restructuration et la diversification des services offerts par la poste italienne. Et est-ce que le gouvernement a dû subir l'opposition également contre l'expansion dans ces autres domaines du secteur privé? Est-ce que le secteur privé s'est opposé à cette manœuvre gouvernementale? Monsieur Lucas, pouvez-vous intervenir? A compris que la réorganisation de l'entreprise est nécessaire. Donc, le syndicat est d'accord. Depuis 15 ans, les syndicats et l'entreprise ont fait beaucoup des accords de réorganisation parce que sans ces accords, sans la diversification, sans le développement des services financiers, le secteur postal est destiné à mourir. Donc, le syndicat a soutenu la réorganisation, la diversification. Et la chose la plus importante pour le syndicat, c'est l'unité de l'entreprise. Comme j'ai dit, nous avons accepté, tous les syndicats ont accepté la privatisation proposée par le gouvernement d'une partie minoritaire du capital des postes, mais la condition, c'est l'unité. Tenir ensemble service postal et service financier. Le service postal va mourir, le service financier se développe. Donc, la position des syndicats est très claire. Le gouvernement italien, aujourd'hui, a une nécessité, la nécessité de réduire le déficit public. Donc, a demandé à Poste de contribuer dans cette direction. Donc, la privatisation d'une partie minoritaire de la Poste peut être une solution. Le syndicat n'est pas contraire, n'est peut-être une solution pour le syndicat la division, la vente d'une partie, par exemple l'assurance du groupe Poste. Je ne sais pas si j'ai bien compris la demande. Comment les membres du syndicat, pas uniquement le syndicat, mais les membres à la base ont réagi? Les travailleurs ont réagi très bien parce que beaucoup de travailleurs, pendant le parcours de réorganisation, ont eu une croissance professionnelle. Donc, beaucoup de facteurs
sont passés à les services financiers, croissance professionnelle, formation, et donc les travailleurs sont heureux de cette situation. Sister? Consoeur, bonjour. Je suis Susan et je représente l'association des facteurs et factrices ruraux des États-Unis. Je représente 113 000 employés artisanaux. Nous travaillons couvrons des milliers de kilomètres par jour et nous livrons des milliers de boîtes. Nous, on s'appelle le bureau de poste sur roue. J'ai été vraiment ravi d'entendre Lucas dire que vous avez des facteurs-factrices qui amènent une tablette chez le client pour rendre des services financiers sur la tablette. Pouvez-vous vous expliquer sur les services financiers qui sont disponibles à travers cette voie-là de prestation de services sur tablette? Actuellement, ce service a une expérimentation in une certaine partie des territoires de l'Italie. Mais le fonctionnement est basé sur le collégaments entre les tablettes et les mobile phones, les téléphones mobiles du personne. Au moment, les opérations sont petites, paiement de bulletins, paiement d'une lettre, étiquette, mais c'est le concept fondamental, la possibilité de facteurs d'aller dans les maisons des personnes et faire les choses, les opérations financières, petites opérations financières, mais très importantes. Parce que en Italie, nous avons beaucoup de régions rurales. Alors, dans les régions rurales, il n'y a pas une banque, mais il y a un facteur. Il n'y a pas la publique administration, mais il y a un facteur. Il n'y a pas la police, mais il y a un facteur. Donc, la possibilité d'utiliser les réseaux de postes pour cette chose. Le service, au moment, est expérimental. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Parfait, oui. D'autres questions? Other comments? Questions? Avez-vous d'autres questions ou des commentaires? J'ai une question pour Georges. Oui, lorsque vous parlez de la Nouvelle-Zélande, il semblerait que l'Australie est toujours là. Et en même temps, vous avez trois entités. Vous avez le gouvernement, la Poste néo-zélandaise et la Banque Kiwi. Il semblerait que les trois entités sont en conflit. Pouvez-vous vous nous en dire davantage? Parce qu'on est dans une situation similaire. On a le gouvernement et Post Canada d'un côté, et puis on a les syndicats qui luttent pour se protéger. Parlez-nous un peu de ce combat ou de cette situation conflictuelle. Merci, Denis. Je pense que la question plus importante, c'est celle de l'idéologie, parce qu'on a un gouvernement néolibéral qui n'aime pas, comment dire, la présence du gouvernement dans les affaires. Donc oui, il y aura toujours des différends au niveau de l'orientation à prendre en Nouvelle-Zélande. Si vous prenez l'histoire de la Nouvelle-Zélande, sous un gouvernement progressiste depuis 30 ans, on a eu... Pardon. Avec le gouvernement conservateur, ça a été l'orientation néolibérale, alors qu'avec les gouvernements progressistes, même avec le gouvernement progressiste, pardon, le néolibéralisme reste toujours là, mais on focalise un peu sur les valeurs de justice sociale. Donc, c'est là où le différent surgit. Et ça se pose au niveau de la façon de gérer les affaires du gouvernement. Et, bon, entre la Poste néo-zélandaise et la Banque Kiwi, comme je l'ai dit dans ma présentation,
La Poste néo-zélandaise, c'était la compagnie mère et a décidé comment la banque Kiwi fonctionnerait. Maintenant, la banque Kiwi prend de l'expansion et a beaucoup réussi. Et à l'heure actuelle, la banque Kiwi veut pouvoir, par exemple, faire cavalier seul, mais la Poste néo-zélandaise étant le propriétaire a dit « Nous avons voix au chapitre ici ». Et le problème, c'est que il y a beaucoup de redressements à la Poste néo-zélandaise. Par exemple, tout ce que je fais actuellement, c'est passer mes journées à consulter et à discuter de la structure, de la prestation de service, de quoi ça aura l'air, et également du réseau de magasins et du traitement du courrier, parce qu'on est en train de changer pour se conformer à ce nouveau modèle. Maintenant, le coût de ce changement, rappelez-vous que le côté postal n'a gagné que 1,8 million de dollars l'année dernière. La banque Kiwi, c'est comme la vache à lait et dit, bon, nous, on va fonctionner de cette façon. J'espère que j'ai répondu à la question là. À propos de la présence dominante de l'Australie, on a ce complexe d'infériorité devant l'Australie. On veut toujours les battre à quelque chose au moins. Merci. Jeff, vous avez la parole. D'abord, merci beaucoup. Ces présentations sont fantastiques. Georges, la Poste néo-zélandaise a été déréglementée depuis quelques années maintenant, donc ça a permis la concurrence. Et vous deux avez montré des diapos qui montrent la baisse du volume du courrier. Je sais que Luca, en Italie, la déréglementation n'a pas duré depuis longtemps, donc je m'attends à ce que l'impact soit moindre en Italie. Mais je me demandais si vous deux, vous pouviez nous dire ce que vous pensez des répercussions de la déréglementation, soit au niveau du volume du courrier ou au niveau du comportement de la Poste, au niveau de l'ajustement de leur prix pour maintenir le volume du courrier. La Poste néo-zélandaise reste le joueur principal en Nouvelle-Zélande dans le secteur. Il y a Dexmail qui appartient à une autre compagnie. Bon, de prime abord, la Poste néo-zélandaise semble talonnée par l'autre compagnie. Les travailleurs de la Poste craignaient lors des campagnes, donc, que la Poste néo-zélandaise était en fait en train de céder ses activités à la concurrence. Parce que, comme tout le monde ici l'a dit, DXmail écrémait en fait le marché postal en Nouvelle-Zélande. J'entends par là le fait que DXmail ne livrait que dans les zones faciles à livrer, faciles d'accès, par exemple à Auckland, à Wellington et à Christchurch. Mais pour les zones rurales difficiles d'accès, par exemple, ils se disent « Oh, ça c'est trop difficile » et puis refilent cette activité difficile à la Poste néo-zélandaise. Donc finalement, c'était une subvention pour DXmail. Donc c'est vraiment folle dingue. C'est absolument absurde. On s'est assis avec la Poste néo-zélandaise pour leur dire « Nos membres sont inquiets. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous subventionnez la concurrence? C'est ridicule. » Alors, ce que la Poste néo-zélandaise nous a dit, c'est que DXmail n'avait qu'une mince partie du marché et que DXmail s'intéressait plus que leur préoccupation, c'était la perte par numérisation. C'est en fait 80% des recettes de la Poste néo-zélandaise viennent d'à peu près 20 clients. Ce sont en fait les grandes banques et le service de l'impôt néo-zélandais. Et la crainte, c'est que si ces grands clients commencent à numériser leurs activités, ça inquiéterait énormément la Poste néo-zélandaise. En fait, pour répondre à votre question, je dirais que
la DXmail, ce n'est pas la grande concurrence pour la poste néo-zélandaise, parce que la poste néo-zélandaise n'a pas été tellement affectée par cette concurrence. Les concurrents nés de la déréglementation sont vraiment des joueurs de troisième catégorie, des joueurs minables. Consoeurs, merci pour vos présentations. Je me demandais si, en fait, pour les deux, la banque italienne, la poste italienne, pardon, la banque postale italienne et la Kiwi Bank, est-ce que les deux entités ont des mandats sociaux, un peu comme Nicolas le disait pour la Belgique, où on disait que la banque postale ne pouvait pas refuser l'ouverture d'un compte? Est-ce que vous avez le même engagement en faveur de l'engagement de l'investissement communautaire? Est-ce que vous donnez des prêts aux communautés? Est-ce que vous êtes dans le microcrédit? Donc, est-ce que vos deux banques postales ont ce mandat? Sinon, pensez-vous que ça fera partie de leur mission, de leur énoncé de mission à l'avenir, surtout à la lumière de ce que vous avez dit, Georges, à propos de la Nouvelle-Zélande? D'accord, je vais commencer. Avec la poste néo-zélandaise, c'est une entreprise appartenant à l'État. Et l'un des principes de cette entreprise d'État depuis 1996, c'est que d'abord, il faut être un bon employeur et deuxièmement, il faut avoir une mission sociale. Et ça déteint sur la banque Kiwi. Mais lorsque moi, je m'assois devant les gens de la poste néo-zélandaise et de la Kiwi Bank et qu'on leur parle de leurs obligations sociales, habituellement, ils vont me dire, « Georges, est-ce que vous voulez qu'on parle des affaires ou est-ce qu'on veut mettre fin à cet entretien? » Donc, les gestionnaires de ces entités sont plus portés sur le côté affaires. Et le côté social, pour eux, c'est l'affaire des politiciens. La banque Kiwi, comme je l'ai dit, ses valeurs et ses principes, c'est vraiment de défendre les citoyens. Et il s'appelle, en fait, il se considère comme une banque numérique avec du cœur, ou une banque qui est là pour les Néo-Zélandais. Donc, c'est comme ça qu'ils essayent de remplir leur mission sociale. Hier, John Anderson, est-ce qu'il est dans la salle? Oui, il est là. John a parlé des prêts Maori. Les Maoris en Nouvelle-Zélande voient la terre non pas comme quelque chose d'économique, mais ça fait partie, c'est comme la mer. Donc, la terre Maori n'est pas à vendre, mais la banque Kiwi a trouvé moyen de prêter ces terres à des gens pour la construction. Ça revient en fait à une sorte de bail amphithéotique de 100 ans. Donc, on a trouvé moyen de prêter à cette partie-là de la communauté néo-zélandaise. Lucas, vous avez la parole. Oui. Le rôle social de la poste italienne est très important. Comme j'ai dit avant, la poste est dans tous les coins du pays. Et surtout, les services des postes sont très économiques en confronto avec celles des banques. Nous avons à la poste un âge plus haute des personnes. Les personnes moins jeunes moyenne d'âge vont au service postal. Donc, le rôle social est très important. Le service postal de la banque postale est très économique et c'est très facile. Donc, le rôle social est présent dans tous les pays. Mike? Mike. Ici Mike Palasek du syndicat
des travailleurs et travailleuses des postes. Merci à vous deux pour vos présentations merveilleuses, mais j'ai une question pour Georges. Il y a un député conservateur ici qui a dit que la Banque Kiwi n'a pas pu subventionner les opérations de la poste néo-zélandaise et que ça a été un échec. Il s'en est servi comme argument pour justifier pourquoi les services bancaires postaux ne devraient pas arriver au Canada pour aider à sauver Post Canada. D'après ce que je comprends donc de la situation, la raison pour laquelle la banque Kiwi rentable ne peut servir à financer les opérations ou à subventionner les opérations de la poste Kiwi, c'est à cause de l'échec de la privatisation en Nouvelle-Zélande. Pouvez-vous expliquer un peu ce phénomène? Est-ce que cet argument tient la route, à savoir que la Banque Kiwi ne pourrait pas subventionner la poste néo-zélandaise? Je pense que vous parlez de Rodney Hyde. Non. Non, c'est un député canadien. Ah bon? Ouais. C'est similaire. En Nouvelle-Zélande, les prises de position. L'origine de tout ça, encore une fois, c'est idéologique. La façon dont le Parlement néo-zélandais est constitué. Le Parti national néo-zélandais, qui est conservateur, a plusieurs partenaires, mais l'un des membres, c'est l'extrême droite, qui a un seul siège. Et c'est le parti AIG. C'est leur rôle de dire non. Le gouvernement n'a pas besoin d'intervenir dans les affaires, et ainsi de suite. Donc, ils ont une autre opinion. Ce qu'ils veulent, c'est que la poste néo-zélandaise, ce qu'ils veulent, c'est que la poste néo-zélandaise soit autonome. Et ce qu'ils veulent également, c'est que la Banque Kiwi soit vendue. Ce que ça signifierait, c'est en fait que des fournisseurs privés gèrent la poste néo-zélandaise. Peut-être une banque étrangère devrait s'intéresser à l'achat de la Banque Kiwi. Évidemment, on est contre cette vision des choses. On est un petit pays. On veut en fait s'accrocher à nos actifs. Et ce que la Banque Kiwi a pu livrer jusqu'ici, c'est unique en son genre. On veut donc conserver cette entité. Donc, je pense que c'est la politique qui domine dans ces arguments. Lorsque je faisais ma recherche sur mon discours, j'ai parlé à un universitaire qui m'a en fait dit que la Banque Kiwi a besoin de plus de financement et n'a pas livré la marchandise parce que ça n'a pas donné de dividendes. Mais cet universitaire croit que c'est un projet à long terme également. Et si on peut l'aider jusqu'en 2015, ce sera bien et ça commencera à verser des dividendes à la compagnie mère. Alors, merci. Chers confrères, vous avez la parole. L'Australie. Oui, merci pour cette présentation, Georges. C'est très éclairant. Juste une question sur la tentative de passer à 6 jours de livraison. Oui, à la livraison 6 jours par semaine dans la zone métropolitaine et puis de rester à 5 jours dans les zones rurales. Avez-vous mené des campagnes contre cela et quelles leçons avez-vous retenues de ces campagnes que vous pouvez partager avec nous? Nous, on a fait campagne. Notre opinion est que nous croyons toujours que la livraison 6 jours par semaine, c'est une bonne idée, mais nous, on pose la question de savoir si c'est vraiment trop tôt de commencer à démanteler cela. Nous, on a mené une campagne qui a été basée sur Internet, mais on a également créé un site Web. Et notre campagne consistait à parler et on a fait des présentations. Par exemple, le Conseil des syndicats a fait des présentations au gouvernement sur contre cette démarche.
Et la PMU a également fait des présentations. Ce qu'on disait, c'est qu'il faut assurer l'universalité des services postaux parce que la poste, c'est la communication. Et si vous commencez à réduire sa capacité de communiquer, qu'est-ce qui va arriver? Avec la poste, si vous connaissez comment naviguer sur Internet et si vous avez l'équipement pour cela, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va arriver aux aînés et aux pauvres, ainsi qu'en milieu rural? Qu'est-ce qui va arriver alors? Essentiellement, ce serait un déclin du service, comme on l'a dit. Et puis là, on va refiler cela aux fournisseurs privés. Donc, on a mené cette campagne-là. Et puis, on a engagé la poste néo-zélandaise et on a créé ce qu'on a appelé le groupe de travail sur la livraison des services postaux. Et ce groupe s'est assis pour regarder la situation par la poste parce que la poste néo-zélandaise n'a pas décidé encore. Ce que ceci a fait, c'est donner à la poste la capacité de passer à la livraison 3 jours par semaine, mais pas avant 2015. Et l'autre chose qui a été la conséquence, c'est qu'en milieu urbain, la livraison 3 jours par semaine sera possible, mais en milieu rural, ce sera 5 jours par semaine, et c'est essentiellement à cause de la politique. C'est en fait le Parti conservateur qui se dit, bon, voici là où le Parti national a son soutien, le cœur, l'essentiel de ses partisans en milieu rural. Donc, ils ont dû adopter une approche prudente en ce qui concernait la livraison en milieu rural. Nous, on parle à la compagnie et malheureusement, je suis ici et à cause de cela, je vais rater la réunion prévue le 1er du mois prochain. Mais mon collègue Gallagher sera là. On va discuter de la façon dont la poste néo-zélandaise va procéder. Il y a plusieurs enjeux à examiner. Par exemple, est-ce qu'ils vont adopter la livraison 3 jours, c'est-à-dire mardi, jeudi et puis samedi dans une zone et puis dans une autre zone, ils vont alterner en faisant cela les mercredis, vendredis et autres? On n'est pas sûr. Et comme je l'ai dit, ils ont acheté ce nouvel équipement qu'ils sont en train d'expérimenter. Est-ce que vous avez vu ces véhicules postaux qu'on appelle des Kaisberg et des Pexters? C'est pour les postiers et on peut regarder dans la machine et à cause de la baisse du volume du courrier, ce qui se passe, c'est que les lettres vont toujours à la même destination, mais le volume baisse. Donc, les postiers doivent couvrir plus de distance avec moins de courrier. Donc, ils essaient de voir comment résoudre cette équation. Ils sont en train d'essayer d'introduire des machines électroniques et en même temps, ils se demandent si on peut offrir de nouveaux produits. Les nouveaux produits envisagés, je ne sais pas, un peu comme les journaux communautaires qu'on pourrait livrer. La Poste ne les livre pas en Nouvelle-Zélande. Donc, alors qu'avec Fairfax en Nouvelle-Zélande, cette compagnie a des journaux communautaires. On va essayer de les livrer. La Poste néo-zélandaise est d'opinion maintenant que si on veut échouer, il faut échouer rapidement pour essayer de s'accrocher à ce qui marche. Voilà ce que la Poste veut faire et est en train d'envisager toutes ces options sans avoir décidé encore comment procéder. Tout ce que la Poste néo-zélandaise sait à ce moment, c'est que, bon, ils ont jusqu'en 2015 pour trouver une solution. Donc, ils nous consultent sur la façon de procéder. OK, thank you. Alors, merci. On n'a pas de cadeau à remettre à nos amis. On a un commentaire de Livestream. C'est un très bon colloque sur le service bancaire postal. Félicitations. On va revoir la vidéo. Merci de nous avoir fourni la présentation sur l'Internet. On va afficher cela sur notre site. Mark Armstrong, Banque postale pour tous les Américains. Alors, je voulais remercier les deux
conférenciers de leur présentation. Alors, un petit cadeau.